Porsche arrête le WEC mais gagne un IMSA, Kalle Rovanperä vise la Formule 1, c'est la 5e de l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo, nouvelle émission, nouvelle semaine, donc forcément c'est la 5e et pour cette 5e émission je suis très bien accompagné, en tout cas je pense l'être, avec Valentin Glo, notamment notre spécialiste de l'endurance. Salut Valentin, ça va ? Salut Cyprien, ça va et toi ? Ouais, ça va, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui qui te concernent. Voilà, oui, beaucoup d'actualités la semaine dernière et ce week-end. Ouais, je sens que tu vas beaucoup nous parler. Et puis on a Mathieu, notre spécialiste de la monoplace, mais qui est aussi homme polyvalent, heureusement, puisque la monoplace, on n'avait pas énormément ce week-end. Je serai pilote numéro 2, effectivement, sur cette émission, mais avec plaisir, j'accompagnerai Valentin sur les sujets, effectivement, qui le concernent notamment. Ouais, et puis tu auras aussi beaucoup de choses à nous raconter sur un certain Kalle Rovanperä, on va y venir tout de suite, qui va rejoindre tes catégories, en effet, de monoplace. Donc en effet, au programme de cette émission, on va commencer par parler de Porsche, évidemment, c'était la grosse annonce de la semaine dernière, le départ de Porsche du WEC à la fin de la saison. Puis ça nous permettra d'embrayer sur l'IMSA, la dernière manche ce week-end qui a eu lieu, Petit Le Mans, remportée par la Cadillac numéro 31, mais c'est bien la Porsche numéro 6 qui est championne. Ensuite, nous parlerons évidemment de Kalle Rovanperä, on l'a évoqué rapidement avec Mathieu. Kalle Rovanperä qui se dirige vers la monoplace, qui va arrêter le rallye en fin de saison. Puis tous les résultats du week-end, on partira notamment du côté du Rallye Terre, où vous aurez Pierre Barré qui nous fera un petit mot avec les nouveaux champions de France. Également Fabien Gérard sera avec nous, en tout cas à distance, pour nous faire un petit point sur les 1000 km de Bathurst. Et puis un petit sujet sur le Tour de Corse historique, sur le premier roulage de la nouvelle Renault Turbo 5. Donc ça va être rempli. Et puis évidemment, on se projettera tout de suite sur le week-end suivant, avec le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 qui arrive, et puis surtout le Rallye du Maroc, enfin surtout aussi, en tout cas, le Rallye du Maroc, dernière étape du championnat du monde de Rallye Raid, avec Nasser Al-Attiyah qui vise un 4e titre consécutif face au Toyota d'Enklategan et Lucas Moraes. On aura Michael Duforest, encore lui, puisqu'il est partout, qui sera sur place pour nous donner les enjeux du week-end. Mais tout de suite, place au WEC et place à Porsche. On en parle en introduction, Porsche a annoncé qu'il quitterait le WEC à la fin de la saison. C'est une déflagration dans le monde de l'endurance, une annonce qui était un peu pressentie, mais quand même un peu inattendue, Valentin. Oui, un peu des deux, parce que finalement la rumeur de Porsche qui interrompt son programme officiel, ou au moins interrompt un de ses championnats, date depuis, je crois, les 6 heures de Spa-Francorchamps. Enfin, en tout cas, moi j'en ai entendu parler pour la première fois à ce moment-là. Donc au mois de mai. Donc au mois de mai, tout à fait. Donc ça fait des mois que c'est dans les tuyaux. Après, la rumeur a évolué au fil des mois. À un moment, c'était peut-être l'IMSA que Porsche allait arrêter. Finalement, c'est le WEC. Donc oui, un peu une déflagration quand même, parce que c'est le constructeur historique des 24 heures du Mans. C'est le constructeur qui possède le plus de succès au Mans, qui décide d'arrêter le championnat du monde d'endurance sans même avoir gagné du coup le Mans avec sa 963. Oui, c'est vrai que Porsche n'a pas gagné, et pourtant Porsche est paradoxalement en lutte pour le titre, puisqu'ils peuvent encore battre Ferrari d'ici la fin de la saison. Ça va être dur, mais oui, techniquement, mathématiquement, ils sont encore en lice pour les titres à Bahreïn, et c'est un peu ce qui est un peu paradoxal dans cet arrêt, c'est que les derniers résultats de Porsche étaient encourageants. Après un début de saison un peu compliqué, on a senti un regain de forme chez Porsche sur les dernières courses. Podium au Mans, victoire à Austin, podium à Fuji et podium à Sao Paulo également. Donc Porsche était dans une très belle dynamique et dans une très belle dynamique en WEC. Donc cette annonce tombe un peu dans un moment un peu bizarre, on va dire. Oui, parce que c'est un moment bon en termes de résultats. C'est du ça, coup, un bon en moment. fait, quand on t'écoute, Valentin, on a envie de te demander, du coup, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent finalement, puisque les résultats sont aussi bons ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Alors la santé financière de Porsche, tout simplement, de la maison mère, est tellement délicate, tellement compliquée que Porsche devait faire des choix dans ses programmes sportifs. Et ils ont décidé de privilégier l'IMSA, la Formule E et leur programme client. Et le WEC... Trop cher. Oui, c'est le message. Trop cher dans la mesure aussi où c'est vrai qu'on parle de pertes en milliards pour Porsche. C'est-à-dire que c'est vraiment une situation très compliquée. C'est pas uniquement un choix stratégique pour continuer à faire du profit. C'est vraiment des grosses pertes, notamment liées à des stratégies liées non pas aux sportifs, mais plus à la vente de voitures. Je pense notamment à la vente de voitures électriques qui a fait plonger en l'occurrence Porsche. Donc effectivement, oui, c'est une situation qui est stratégique par rapport au groupe et non pas uniquement, c'est pas une lecture à faire uniquement par rapport aux sportifs. D'où cette incompréhension si on regarde seulement effectivement les résultats du WEC. Après, Pardon, vas-y Valentin. Porsche, depuis le début de l'année,
est assez critique dans le paddock envers le règlement hypercar, notamment entre l'équilibre des performances entre LMH et LMDH. Porsche est aussi assez critique sur les coûts, dit à qui veut l'entendre que ça coûte beaucoup plus cher finalement que ce qui était prévu de faire un programme LMDH. Donc ça pose en effet des questions économiques, et puis il y a un chiffre qui je trouve est assez marquant, puisque vous vous posez peut-être la question de pourquoi arrêter le WEC qui est le championnat du monde pour continuer l'IMSA qui est finalement le championnat nord-américain. C'est que donc Porsche, comme Mathieu l'a très justement dit, a des ventes de voitures qui sont à la baisse, forte baisse même d'ailleurs au niveau mondial, sauf aux États-Unis où ils ont enregistré une baisse de plus de 6% sur la dernière année. Donc ceci explique cela, ceci explique pourquoi l'IMSA est privilégié par rapport au WEC. On peut quand même se demander quel avenir pour le WEC en perdant un de ses constructeurs majeurs. On sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent, des très beaux noms qui arrivent également, mais sans Porsche, c'est quand même plus tout à fait pareil. Non, Mathieu, je vais te lancer sur le sujet en premier. Oui, très rapidement, c'est vrai que l'aspect sportif, je pense que Valentin sera plus pertinent que moi pour en parler, mais néanmoins, là où on peut effectivement noter, c'est que, comme tu le disais très justement, l'IMSA, c'est aussi moins cher de participer à l'IMSA, même s'il y a un aspect stratégique. Une année de WEC, effectivement, c'est entre 25, 30, 35 millions peut-être à l'année, donc c'est pas rien non plus. Maintenant, oui, il y a des nouveaux constructeurs qui arrivent dès l'année prochaine, en 2027 aussi. Mais attention à ce que les constructeurs historiques, et notamment les constructeurs européens, encore une fois liés à ce marché d'automobile qui peine un petit peu en ce moment à vendre, attention à ce que ça n'encourage pas d'autres à faire de même et à couper les coûts. On pense notamment, alors même s'ils sont dans une situation bien meilleure, mais on pense par exemple à Ferrari qui a eu une journée compliquée avec 15% de perte justement du prix de l'action en bourse le jour où ils annoncent la voiture 100% électrique. Donc attention à ce que le marché de l'automobile ne vienne pas perturber un petit peu le monde du sport auto outre mesure. Valentin. Je pense que pour l'instant, il est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. McLaren. Il est trop tôt pour prendre une décision. Mais ta décision est déjà prise. Voilà, exactement. Très bonne référence. Non, mais comme on l'a dit, on a McLaren, Genesis et Ford qui arrivent dans les 2 prochaines années. Il y a d'autres constructeurs qui sont en discussion en coulisses pour potentiellement venir. Aston qui est encore qu'au début du projet, Alpine qui revient. Finalement, ça règle presque les problèmes du WEC sur le nombre de places dans le paddock, parce que avec les nombreux constructeurs qui continuent d'arriver, le paddock commençait à être un peu trop petit, et les stands commençaient à être un peu trop petits pour la grille. Donc finalement, c'est presque, je vois ça un peu comme une sélection naturelle, et ne pas oublier que le sport, et surtout le sport automobile, est une affaire de cycle. C'est presque un renouveau, quoi, en quelque sorte. Oui, presque. Okay. Le phénix va renaître de ses cendres. Le WEC, de toute façon, c'est exactement ce que Valentin a dit. Comme toutes les catégories, c'est cyclique. Le WEC, on a toujours des périodes assez hautes, avec beaucoup de constructeurs, comme actuellement, je pense qu'on peut le dire. Puis on a eu des périodes très creuses, on s'en souvient. Il y a franchement pas si longtemps que ça, des années. Et justement, si je me permets, la dernière fois que Porsche était retiré, il y avait quasiment plus personne dans la catégorie. Oui. Là, c'était critique. C'était la fin du LMP1. À l'heure actuelle, je pense que l'hypercar se porte suffisamment bien. Et un petit mot, je voulais revenir sur le côté sportif. Pourquoi aussi Porsche choisit l'IMSA ? C'est parce qu'il est plus simple de gagner en IMSA. La preuve, ils viennent de gagner 2 fois les 24 heures de Daytona. Ils viennent de conserver leur titre en IMSA. Avec le fait qu'il y ait si peu de LMDH, il n'y a que les Aston Martin qui roulent en LMH, dans la catégorie GTP de l'IMSA. C'est plus facile aussi pour Porsche de gagner. Et aussi parce que la concurrence est quand même beaucoup moins relevée. Magnifique transition orchestrée par Valentin Glo. Alors là, franchement, une passe décisive dans la course, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Sublime, puisqu'on va parler d'IMSA, forcément. En effet, ce week-end, c'était la fin du championnat, la dernière manche. Petit Le Mans, une course de 10 heures. Si jamais vous ne connaissez pas l'IMSA, je vous encourage à regarder Petit Le Mans, puisque c'est très très animé, une course très sympathique. Et à la fin, c'est la Cadillac numéro 31 qui gagne, devant justement, t'en as parlé, une Aston Martin, et puis la Porsche numéro 6, qui remporte le titre. Mais avant de parler de ce magnifique titre, notamment d'un de nos Français, Cocorico, Mathieu Jaminet, on en parlera donc juste après. Parlons de cette course, Valentin, victoire Cadillac devant Aston et Porsche. Alors, c'était comment ? Alors, c'était pas si animé que ça, finalement. Oui, j'ai essayé de vendre ça, mais bon, non, c'est sympa à regarder, mais c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure course non plus. C'est pas que c'est meilleur, c'est qu'on a l'habitude à Road Atlanta, qui est le circuit, que ce soit beaucoup plus animé en fin de course quand la nuit commence à tomber. On a l'habitude que ce soit très haché, qu'il y ait beaucoup d'interruptions de course, beaucoup de faux course yellow. Et là, c'était très calme, finalement. Il y a eu beaucoup d'animation au début. Il y a eu un carambolage au bout de même pas une minute de course avec 5 GT éliminés.
Après, il y a les LMP2 qui se sont un peu énervés et qui étaient un peu en tête à queue dans tous les sens. Et finalement, la fin de course a été ce qu'on appelle verte, très peu d'interruptions. Et du coup, la Cadillac numéro 31 qui s'impose, c'est une demi-surprise parce que Cadillac a été un peu aux abonnés absents toute l'année. Ils se sont réveillés à Indianapolis justement déjà avec la 31 qui a gagné. Donc là, la 31 enchaîne. Cadillac avait déjà gagné à Road Atlanta l'année dernière. Très belle course de la Cadillac avec un très beau rythme, que ce soit de Jack Aitken, de Earl Bamber ou de Frédéric Vesti. Et la surprise, c'est Aston Martin qui vient faire deuxième, premier podium de la Valkyrie, premier podium d'Aston Martin au classement général en IMSA, qui confirme un peu ce qu'on a vu en WEC ces derniers temps, avec déjà une possibilité de podium, voire de victoire à Fuji, avec un rythme extraordinaire, mais malheureusement des erreurs en piste. Là, une exécution parfaite, que ce soit des pilotes et de l'équipe. Très beau coup stratégique à 50 minutes du terme. Alors que l'Aston était en train déjà de jouer le podium, ils ont décidé de s'arrêter, quitte à repartir en 7ème position. Mais ça leur a permis de finir la course sans avoir à faire un splash and dash comme les autres à 15 minutes de la fin. Ils sont montés jusqu'au podium avec un très beau dernier relais de Roman De Angelis. Donc très beau podium de l'Aston. Et la surprise, Lamborghini aussi, au pied du podium, qui est passé à 5 minutes près de la deuxième place avec Romain Grosjean au volant. Pareil, la Lambo a fait un coup stratégique qui s'arrête à peu près au même moment que l'Aston Martin. Mais eux, ils ont misé sur le fait d'avoir un drapeau jaune en fin de course pour rallier la ligne d'arrivée sans faire un dernier ravitaillement. Malheureusement, on l'a dit, la course a été très propre, pas de full course yellow, et à 5 minutes de la fin, Romain Grosjean obligé de faire un ravitaillement d'urgence, et du coup ressorti 4ème, ils ont fini 4ème derrière la Porsche championne, et c'est le meilleur résultat de la Lamborghini SC63, pour ce qui est paradoxalement et probablement sa dernière course, puisqu'ils font une pause en 2026, qui était une pause à durée indéterminée. Oui, bon, ça c'est comme quand on est en couple et que notre compagne ou notre compagnon nous dit bon, on va faire une pause. Bon, souvent, malheureusement, la pause devient une pause à durée indéterminée, en effet. Ça part en confession directement. Ça part en confession. On en profite pour vous raconter notre vie. Mais surtout... Tu veux t'allonger sur le sofa, Cyprien, pour me raconter tes problèmes de cœur? Mais c'est vrai que finalement, j'y serais pas mal sur le sofa. Vous allez venir tous les deux sur les deux fauteuils qu'on a et puis vous allez m'écouter maintenant. Non, écoutez, je ne peux pas être triste aujourd'hui puisqu'on a un Français champion, Mathieu Jaminet, avec du coup la Porsche numéro 6, donc un très beau titre acquis par Jaminet et Matt Campbell en cette fin de saison. Qu'est-ce que tu en penses, Val? Ils succèdent à leur coéquipier, puisque l'an dernier c'était Nick Tandy et Felipe Nasser. J'allais dire Earl Bamber, mais non, Earl Bamber il a gagné. Felipe Nasser, et Nick Tandy qui était champion d'IMSA en 2024, et cette saison donc l'autre Porsche leur succède. C'est une belle récompense pour Mathieu Jaminet. Pour rien vous cacher, je l'ai eu au téléphone hier soir. On a pu discuter justement de son ressenti après ce titre, et il me disait que c'était un soulagement pour lui. Ces 2 dernières années, il a tourné autour. Il a fait 4ème il y a 2 ans. Il est vice-champion l'année dernière. Donc il était champion déjà avec Matt Campbell en 2022 en GT. Et c'est une belle récompense pour un pilote extrêmement rapide, très complet, très sympathique également. Et donc c'est une belle récompense après une saison très solide de la part de la Porsche numéro 6, et surtout de 2 amis, Matt Campbell et Mathieu Jaminet, qui sont très proches dans la vie aussi également. Donc c'est une belle histoire qu'ils soient tous les deux champions avec Porsche, surtout que on ne sait pas du tout de quoi leur avenir sera fait à partir de l'an prochain. Mathieu est annoncé, selon les rumeurs, avec l'assistance chez Genesis. Matt Campbell pourrait prendre la direction de McLaren. Donc, on ne sait pas si les 2 amis auront l'occasion de rerouler ensemble dans le futur. Donc, c'est une belle histoire qu'ils soient champions dans la catégorie RAM de l'IMSA. En effet, une très belle histoire. Et il y a une autre belle histoire dont on va parler très rapidement, Valentin. C'est la victoire de Lilou Wadou en catégorie GTD avec la Ferrari. Lilou Wadou qui était la première femme à gagner en WEC et qui gagne en IMSA avec cette Ferrari. Très belle histoire également. Très belle histoire. Elle est seulement la 2e femme à s'imposer à Petit Le Mans après Lisa Lidé en 2005. Elle était la seule, non, à être alignée? Oui, tout à fait, Mathieu, puisque en effet, malheureusement, ni les Aerodynamics ni Tatiana Calderon, qui ont disputé le reste de la saison en IMSA, et notamment les manches d'Endurance Cup, n'étaient pas du voyage pour cette manche finale dans l'état de Géorgie. Donc Lilou était la seule femme au départ, associée à Alessandro Pierguidi et Simon Emmans sur la Ferrari 21 d'Ave Corset. Ils ont fait une course extrêmement propre, et c'est une belle récompense parce que la saison a été compliquée pour eux. Ils n'ont fini que 2 courses, mais ils sont champions de l'Endurance Cup également, après avoir rencontré pas mal de problèmes moteurs pendant l'année. Cette fois, aucun souci, et une belle victoire du coup pour Lilou Wadou, qui m'a confié également, je l'ai lu hier, qui m'a confié qu'elle adorait ce championnat américain, et elle s'était déjà imposée à Watkins Glen l'année dernière
avec en LMP2 cette fois. Bon bah merci beaucoup Valentin, puis vous pourrez retrouver, du coup vous l'avez compris, Valentin a parlé avec Mathieu Jaminet, avec Lilou Wadou, vous pourrez retrouver tout ça dans le magazine de la semaine, également dans celui de la semaine suivante, pas mal d'infos qui vont se succéder, mais dans le magazine de cette semaine aussi, qui sera donc disponible dès ce lundi à 20h en version numérique et dès mercredi en kiosque, vous aurez également une interview d'un certain Calero Vanpera, on va en parler tout de suite. Calero Vanpera quitte le WRC. Le WRC est-il mort? Oui, alors je mets tout de suite les pieds. Il n'y a plus de demi-mesure aujourd'hui. Non, il n'y a plus de demi-mesure. Parce que le WEC est-il mort aussi avec le départ de Porsche? Allons-y. Hein. Ah non, mais alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Puisque, donc pour vous expliquer, si jamais vous n'avez pas vu la nouvelle passée, Calero Vanpera a décidé d'arrêter le WRC en fin de saison. Calero Vanpera est double champion du monde. Il avait déjà pris en 2024 une année... pas sabbatique, mais presque, où il roulait un peu comme fait Sébastien Ogier, à temps partiel sur quelques rallyes uniquement. Il est revenu cette saison à temps plein, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, on sent pas vraiment le jeune homme très épanoui. Donc il a décidé d'arrêter pour se concentrer sur sa carrière sur circuit, puisque l'objectif de Calero Vanpera, c'est de terminer un jour en Formule 1. Donc un bel objectif, on lui souhaite évidemment beaucoup de courage puisque ça va pas être facile. Il va commencer par la Super Formule 1 l'an prochain, avec l'objectif de faire la Formule 2 en 2027, puis éventuellement la Formule 1 dès 2028. Mais du coup, avant de parler de Calero Vanpera, parlons du WRC, parce que j'ai lancé le sujet, j'ai mis les pieds dans le plat. Pour moi, le WRC est en train de mourir, et c'était déjà le cas avant cette nouvelle. Mais là, honnêtement, perdre un double champion du monde comme ça... alors en fait il y a plusieurs choses, c'est que déjà vous perdez Vanpera, non mais parce que moi j'en ai gros sur la patate. En fait c'est à toi qu'on aurait dû lancer et à toi qu'on aurait dû poser la question. Je vais me remettre sur le sofa justement. Voilà. Et vous allez venir me poser des questions. Donc Cyprien, je te pose la question, penses-tu que le WRC est mort après le départ de Calero Vanpera? Oui, le WRC est mort. Non, alors je suis un peu dur parce que moi j'adore le rallye, vraiment je trouve ça incroyable à suivre, mais je trouve c'est tellement sous-exploité en fait. Déjà on a que 3 constructeurs, dont un qui est un peu largué par rapport aux 2 autres, et même Toyota et Hyundai sont pas vraiment au même niveau. Hyundai nous annonce que potentiellement dès 2027 ils partent, donc potentiellement on se retrouve avec quoi? Toyota et M-Sport, bon voilà. Toyota, 4 pilotes, dont un Sébastien Ogier qui est quand même en lice pour le titre, alors qu'il faut le rappeler, il est à temps partiel. Je me permets, mais moi je trouve que c'est le point qui fait qu'effectivement te donne raison. Mais en fait c'est ça. Le fait qu'il arrive en cours de saison et qu'il batte tout le monde et qu'il reparte comme il est venu alors que c'est le vétéran, tu te dis bon, c'est quand même un peu dur. Ouais, franchement pour la crédibilité du championnat. Puis moi il y a un autre truc qui pour moi est l'argument numéro 1 pour la crédibilité du championnat. Est-ce que vous vous souvenez quand même qu'Oliver Solberg est venu gagner un rallye? Oui, c'est ce que j'allais dire. En revenant du rallye 2, il est venu faire un rallye, il a gagné. Oliver Solberg, il avait quelques rallyes en rallye 1, mais il n'avait pas roulé depuis le début de l'année. C'est comme si on prenait un pilote de Formule 2 qui venait faire un Grand Prix de F1 et qui battait Verstappen. Bien sûr, c'est ça. Vous le mettez chez Red Bull, vous mettez Barvid Lindblad chez Red Bull au prochain Grand Prix, il gagne la course devant Verstappen. Bah, pour moi, c'est la honte pour les pilotes de F1. Et surtout que, bon, tout dépend du pilote. Sans manquer de respect à Oliver Solberg, c'était peut-être pas non plus un Sébastien Loeb en puissance, ça reste un très bon pilote. Enfin bon, bref, on va faire court sur Oliver Solberg, mais à partir du moment où vous avez un pigiste comme Sébastien Ogier qui mène le championnat, qui va se battre pour le titre, et un pigiste vraiment hyper ponctuel comme Oliver Solberg qui gagne un rallye, mais où est la crédibilité des autres pilotes? Mais par contre, voilà, maintenant la question qui se pose, c'est quelle est la cause et quelle est la conséquence. Je pense que Vanpera, il fait ce constat, comme quoi effectivement le WRC, bon, ça l'amuse plus tant. Notamment quant au fait que la compétitivité et la hype, si on peut dire un petit peu autour de ce championnat, n'est pas extraordinairement élevée. Et puis, je pense qu'il faut rappeler quand même que c'est un pilote qui a 25 ans, qui a encore du temps. S'il s'y met maintenant et qu'il gravit les échelons et qu'il arrive en F1 sans interruption, on va dire, dans la pyramide de la monoplace, il arriverait à 28 ans, peut-être 29 si jamais il met 2 années en F2. Là, on imagine que ça fonctionne pour lui, hein, bien sûr, mais c'est le moment. C'est-à-dire que s'il s'y met plus tard, bon, il arriverait après 30 ans en F1, ce serait très compliqué si jamais il venait à y parvenir. Donc, du point de vue du WRC, pour répondre à ta question, évidemment que c'est une mauvaise nouvelle, mais malheureusement, ça faisait déjà un moment qu'on était sur le déclin du championnat. Par contre, je peux ouvrir le fait que du point de vue du pilote, je trouve ça génial. Ouais, c'est super. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est une super nouvelle de voir ces pilotes qui passent d'une discipline à l'autre. On l'avait eu surtout dans le sens inverse avec Raikkonen, Kubica, etc. ces dernières années. Valentin, ton avis sur le choix de Vanpera? Je trouve ça génial. D'un point de vue extérieur, d'un point de vue observateur, j'ai hâte de le voir, ne serait-ce qu'en Super Formula l'an prochain. Après, je pense qu'il ne faudra pas le juger spécialement l'an prochain. C'est un championnat tellement spécifique, la Super Formula, tellement un chemin de spécialistes, qui peut très bien être en difficulté, surtout que ça sa première année, et être performant, en Formule 2 l'année suivante. Moi, ce que je remarque, c'est que si ça marche, il a un parcours tout tracé, avec déjà potentiellement une écurie de F1 pour l'accueillir, qui est As. Vu comment Toyota
pas interfèrent, mais oui, il y a des liens très appuyés. Voilà, des liens Toyota de plus en plus forts entre As et Toyota. On voit Toyota qui fait faire rouler Kamiyu Kobayashi, Sho Tsuboi, Ryo Hirakawa lors de TPC. Je serais pas étonné que Kalle Rovanperä fasse un TPC avec As d'ici 2 ans, par exemple. On parle d'ici la fin de saison. On parle de Rovanperä en F1. Il a roulé l'année dernière justement avec Red Bull, dans un test là encore privé qui lui a, à mon avis, été un petit peu offert en quelque sorte. J'ai pas les temps, pour être honnête. Je sais pas si on les a, mais en tout cas c'était au Red Bull Ring qu'il avait roulé, et il avait dit qu'il était évidemment ravi de cette expérience, et forcément ça l'a certainement incité à poursuivre vers la monoplace. Et d'ailleurs ça pourrait être la deuxième possibilité aussi pour Rovanperä, si on peut imaginer que d'ici 2 ou 3 ans Red Bull fasse une place chez AlphaTauri pour que Racing Bulls pour mettre Kalle Rovanperä le tester lors de séances d'essai ou carrément en compris. Non mais ça c'est pas juste une folie de la part du pilote en se disant tiens je vais me mettre à la Formule 1 d'un coup, c'est que en fait quand on y réfléchit on se dit mince, en fait tu peux vraiment avoir potentiellement 2 points de chute. Et il arrive au bon moment. S'il est performant, la Super Formula c'est même presque un petit peu plus, c'est même pas presque, c'est un petit peu plus rapide et performant que la Formule 2. Donc en vérité moi je trouve le projet intéressant, assez excitant, et qui plus est à mettre en perspective avec le fait qu'on a par exemple un Colton Herta qui est annoncé en Formule 2 pour l'année prochaine. Et donc ça arrive de plus en plus d'autres horizons. Donc, mais là la Formule 2 est en train de se faire une sacrée cote, honnêtement, parce que Colton Herta va sûrement devoir rester aussi 2 ans, j'imagine, sauf s'il arrive à gagner les 5 premières années. Imaginons qu'il reste 2 ans, potentiellement sur la même grille, on va avoir Colton Herta, Kalle Rovanperä, et à côté, d'ici là... Et du côté des jeunes, une grille de F3 qui est très relevée pour l'année prochaine. Raphaël Camara va arriver en F2, bon lui il sera peut-être plus le temps que Herta, et surtout que le temps que Rovanperä arrive, vu la trajectoire est claire, mais voilà, tous ces jeunes prometteurs, les petits cracks comme Antonelli qu'on a vu passer, etc., qui seront là avec ces 2 pilotes, enfin... Je suis désolé, mais pour ces jeunes, quand on a 16, 17, 18 ans, même 20 ans, etc., se dire qu'on va rouler à côté d'un double champion du monde WRC, c'est quand même fort. Et de Colton Herta, qui a aussi un beau palmarès. Et puis, si ça marche pas pour Rovanperä, on peut imaginer qu'il trouve aussi une solution au WEC. Oui, tout à fait. Finalement, avec Toyota. Il ne l'a pas exclu en plus. Il ne l'exclut pas, donc c'est quelque chose qui pourrait aussi l'intéresser. Et un peu une trajectoire un peu à la Sébastien Ogier, qui avait tenté en LMP2 il y a quelques années avec Richard Mille via le soutien de Toyota. Il avait même participé aux 24 heures du Mans, du coup c'était avec Charles Mézy et Lilou Wadou à l'époque. Ouais. Donc on peut imaginer aussi, si ça marche pas la monoplace, d'avoir Kalle Rovanperä qui bifurque vers l'endurance et terminer en WEC par exemple avec Toyota. Tout à fait. Et alors quand même, je vais revenir là-dessus. Quel équipage il avait, Richard Mille, cette année-là, puisque Lilou Wadou vient de gagner en IMSA, Charles Milesi a gagné à Fuji en WEC, et Sébastien Ogier va aller nous chercher un 2e titre de champion du monde. Comment ils ont fait pour pas gagner le Mans quand même? Non, bon, on va pas faire l'histoire. On va pas faire l'histoire. On pourrait dire, ce serait une édition spéciale, ça. Ce serait une édition spéciale, mais en tout cas, voilà, c'est le mot de la fin sur Kalle Rovanperä. C'est, en tout cas, on est tous unanimes pour le dire, très alléchant de voir un champion comme lui prendre autant de risques, puisque c'est très risqué, parce qu'il peut aussi complètement écorner son image si jamais ça se passe mal. Une forme de panache finalement. C'est du panache complètement, mais c'est du panache comme Verstappen, je trouve. C'est-à-dire que Verstappen choisit de partir en GT aussi, sans garantie. Bon, au final, il arrive, il dégomme absolument toute la création, mais tout de même... toute la création. Oui, voilà, la création de Dieu. Exactement. La création de l'univers. Exactement. Est-ce que c'est pas un peu lui, le dieu du sport automobile? C'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. Peut-être qu'il y a un monde d'ici 2 ou 3 ans où Rovanperä remplace Verstappen chez Red Bull. Peut-être. Bon, nous exagérons beaucoup, nous tirons beaucoup de plans sur la comète. Oui, ouais, puis il y a peut-être un monde aussi où Verstappen en a marre de tout ça, où il remplace Rovanperä chez Toyota en WRC. alors là, ça sera du panache. Parce qu'on rappelle que son père roule encore, notamment en championnat d'Europe des rallyes. Alors si ça se fait d'ici 3 ou 4 ans, on ressortira cette émission. Alors là, gardez-la dans un coin de votre poche. Non, mettez-la dans un carton, dans une petite clé USB, et on la ressortira. Bon, après, tu sais que nous sommes en 2025, qu'il y a YouTube, donc les gens pourront la retrouver facilement. Quoi? J'ai jamais entendu parler. Je ne comprends pas de quoi on me parle. Bon, écoutez, après tous ces bavardages, toutes ces blagues, il est l'heure de parler d'une chose très sérieuse, mais d'une chose qui risque d'énerver un peu mes 2 compères, je vous l'annonce, puisque c'est l'heure de la question hebdo. Et pour la question hebdo de cette semaine, on profite du retour de la Formule 1 aux États-Unis pour vous parler du format sprint. C'est l'heure de faire un bilan sur le format sprint et la question est très simple. Appréciez-vous le format sprint? Alors,
On va y répondre en plateau avec Valentin et Mathieu. Vous pouvez vous aussi y répondre sur le site autohebdo.fr. Il y a un article dédié tous les lundis à 20h avec la question hebdo. N'hésitez pas à voter sur le sondage, à donner votre avis dans les commentaires. Et puis, nous, on va en débattre donc tout de suite, messieurs. Oui ou non? Est-ce que vous appréciez le format sprint? Valentin? Non. Mathieu? Je suis pas fan. Mais... J'ai dit oui ou non? Plutôt non. Il me rajoute un plutôt quand même, mais bon. Alors, il a failli faire une réponse de Normand, peut-être bien quick, peut-être bien non. Dis l'expert qui des réponses tièdes quand il est à ma place, au passage, je me permets quand même. Oh là, ça met des tirs là, ça met. Non, mais c'est bon, mais je vais me barrer. Ça met des coups de roue, des coups de portière. On se croirait en GT en IMSA. Ah ouais, drôle. Là, toujours, ramène-toi l'IMSA. On parle Formule 1, monsieur, là. C'est la catégorie reine. Non, en tant que présentateur. J'attends les arguments de Valentin qui dit un non tranché et définitif parce qu'effectivement. J'ai pas d'argument. Je n'aime pas. T'aimes pas. Bon, ok. Non, mais écoute, on va venir sur les arguments. Moi, je dirais plutôt oui, pour ma part. Okay. Comme ça, je suis un peu en contradiction avec vous. Je le sais sur ce sujet, on en a parlé. Valentin, explique-nous à quel point tu es opposé à ce format sprint. Alors, déjà, moi, le premier problème que j'ai avec ça, c'est que cela désacralise le dimanche. Pour moi, une course de F1, c'est le Grand Prix. C'est le dimanche, éventuellement le samedi soir avec les décalages horaires si vous voulez. Et déjà, oui. Déjà le samedi soir, je sens que ça t'emballe pas plus que ça. Oui, déjà. Mais bon, moi j'aime bien ce côté un peu sacré de la F1 le dimanche, comme on a le côté sacré de la Ligue des Champions en foot le mardi et le mercredi. Et surtout, qu'est-ce que ça apporte en plus finalement? À part de voir un mini Grand Prix, donc de potentiellement spoiler ce qu'on va voir le dimanche. À part évidemment si on a des conditions météo changeantes dans un week-end, ce qui est finalement assez rare. On va rarement avoir une météo totalement différente du samedi et du dimanche. Donc il y a ce côté-là, et en plus ça, pour moi ça enlève le sel de la F1 qui est le côté stratégique. Alors, le fait de faire 12, 13, 14, 15 tours sans arrêt au stand, pour moi ce n'est plus de la Formule 1. Et t'apprécies pas, à l'inverse, le fait que ça permet aux pilotes de pousser à fond pendant une durée limitée, puisque à l'inverse, on a des courses en F1 où on voit les pilotes à l'économie qui tournent à 8 secondes de leur temps en qualif. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils se poussent vraiment à fond déjà sur le sprint. C'est pas faux. J'essaie de faire un peu l'avocat du diable, mais c'est pas faux. Ils poussent pas non plus à 100%, c'est sûr. Voilà, ils sont même dès le samedi, ils sont sur la réserve de pneumatiques. Enfin, ils sont sur la gestion de pneumatiques et surtout, ils ont peur de détruire la voiture pour le dimanche. Aussi et de coûter encore plus cher à leur équipe, de faire travailler les mécanos toute la nuit, c'est aussi ça le risque. Oui. Et multiplier les sprints, si c'est pour avoir le même vainqueur le samedi que le dimanche, comme en MotoGP avec Marc Marquez qui en gagne, qui gagne tout. 98% de victoire en sprint cette année. Voilà, quel intérêt? En fait, j'ai bien fait d'attendre les arguments pour le coup, parce que je suis d'accord avec toi dans la globalité, notamment sur le côté désacralisation un petit peu du dimanche. Ça, je suis assez d'accord sur le fait que c'est cool d'avoir la rareté du Grand Prix et c'est un petit peu dommage d'avoir le sprint avant. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que quand c'est sur des circuits faits pour ça, je pense par exemple à la Chine, où on a eu la surprise de Lewis Hamilton en début de saison, c'est assez sympa de voir qu'effectivement on peut avoir des équipes qui testent des réglages un petit peu différents, une approche un petit peu différente, et donc parfois avoir une surprise ou en tout cas un résultat un petit peu différent du dimanche. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est sur le côté élargissement du calendrier, et paradoxalement, ou plutôt pour appuyer le fait de choisir correctement les circuits. L'année prochaine, je crois que c'est Singapour qui a été annoncé au calendrier. C'est absolument ridicule. Et pas Zandvoort aussi justement, Zandvoort pour la dernière. Pour la dernière, ouais. Exactement. Ouais, un sprint à Zandvoort, c'est comme un sprint à Monaco. Hein. Et en fait, là où je comprends pas, c'est que on a des circuits qui nous permettent justement d'avoir des bons sprints. Alors, Austin, je pense à Austin, voilà, qui à mon avis est propice. Donc en ce sens, là j'ai hâte de voir et c'est pour ça que je suis un petit peu plus mesuré parce que j'aime bien les sprints comme ça sur des circuits sur lesquels c'est propice de dépasser, sur lesquels c'est large, sur lesquels il y a des lignes droites et autres. Par contre, effectivement, l'élargissement à tout le calendrier, parce que ça aussi c'est quelque chose dont a parlé Domenicali justement pour l'avenir de la Formule 1. Au moins de passer à 10 voire 12 dès 2027. Voilà, donc, mais ce serait quand même doubler le nombre de sprints puisqu'on en a 6 cette saison. Mais il n'exclut pas le fait de vraiment couvrir de plus en plus. C'est ce qu'on voit en F2 et en F3 notamment. T'as parlé du MotoGP, mais en monoplace, c'est déjà le cas dans les catégories de promotion. Je vois l'intérêt dans les catégories de promotion parce que ça permet aux jeunes pilotes de se montrer. Ceux qui font par exemple toujours la pole, comme Raphaël Camara en F3, avaient l'occasion de se montrer dans le peloton. Mais en F1, je ne vois
pas en quoi ça apporterait quelque chose de nouveau, de véritablement voir chaque week-end, par exemple, une grille inversée en sprint ou des choses comme ça qui finalement seraient très artificielles en réalité par rapport à la monoplace. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que ta comparaison avec la monoplace, elle est juste et en même temps elle est un peu biaisée, puisque la monoplace, c'est des grilles inversées sur les courses sprint. En F1, pour le moment, les courses sprint sont faites avec une qualification dédiée. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les courses sprint. En fait, je n'aimais pas du tout le format avant, pour les mêmes raisons que tu as évoqué, Valentin, c'est-à-dire que je trouve que ça désacralise le dimanche et surtout que ça spoil, comme tu l'as très bien dit, le premier relais du dimanche, puisque souvent c'est un copier-coller avec la même grille de départ ou du coup une grille qui change un peu parce qu'on disait au pilote le résultat du sprint définira la grille de départ du Grand Prix. Donc évidemment, quand vous êtes en pole ou dans le top 5, aucun risque. Voilà, on garde notre position parce qu'on ne veut absolument pas risquer un accident et partir dernier du Grand Prix. Ça n'avait pas d'intérêt. Là, ce que j'adore dans le nouveau format, c'est cette qualification plus courte, cette qualification avec des pneus obligatoires, avec des médiums notamment qu'on doit passer sur certains segments, et le fait qu'avec une seule séance d'essai libre avant, on a souvent des surprises, et il faut quand même rappeler que les poleman en sprint cette année, on a eu Hamilton en début d'année, on a eu Antonelli à Miami qui fait sa première pole en F1, même si elle ne compte pas officiellement. Il y a quand même des belles surprises, et puis il y a toujours des surprises dans le top 10, voilà, ça change un peu la grille, et puis souvent la qualif du samedi pour le dimanche du coup n'est pas la même. Donc moi j'aime bien cette variable, alors peut-être que je suis le seul. Mais alors, si, moi je suis d'accord avec toi sur les essais libres. Le fait d'avoir une seule séance d'essais libres, ça, évidemment, ça permet des surprises et ça, c'est un côté positif mais cette piste devrait être creusée au-delà du sprint. Par contre, tu as dit un truc, voilà, qui m'énerve. C'est, on a considéré Kimi Antonelli a donc une pole en Formule 1, mais pas vraiment, parce que c'est pas une pole officielle. C'est pas une pole de Grand Prix. Pardon de t'énerver avec ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est le concept, ce concept, voilà. Pardon. Oui, mais c'est pas une pole de Grand Prix. Et c'est comme dire, par exemple, que Lewis Hamilton n'a pas gagné avec Ferrari, alors qu'il a gagné un sprint. Oui, mais selon toi, du coup, d'après toi, il a gagné ? Pour moi, il a gagné avec Ferrari. Moi, je suis assez d'accord avec Val. Pour moi, il a gagné. Bien, je suis d'accord, parce qu'il a gagné une course. Ouais. Il a gagné une course de Formule 1. Il a gagné, pas un Grand Prix, une course de Formule 1. Kimi Antonelli a dominé une séance de qualification de Formule 1. Pas une qualification pour un Grand Prix. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Et rappelons que Kevin Magnussen est parti à une pole position en Formule 1, n'est pas parti en pole position d'un Grand Prix, parce qu'à l'époque c'était le sprint. Oui, tout à fait. Et justement, il fait partie de ceux qui ont souffert de cette règle que j'évoquais avant, où c'était le résultat du sprint qui définissait la grille. Mais quand même, alors bon, pour revenir sur Hamilton Antonelli rapidement, nous, on ne fait que suivre les directives officielles de la FIA, qui est qu'une pole position, c'est celui qui remporte les qualifications pour le Grand Prix. Voilà, comme la victoire. C'est celui qui part. Non, celui qui part en pole position du Grand Prix. Ce n'est pas celui qui fait le meilleur temps des qualifications. Ouais. Parce que par exemple, Verstappen au Qatar l'an dernier, qui prend une place de pénalité pour avoir gêné supposément George Russell, n'a pas la pole, et c'est Russell qui l'avait eu. Tout à fait. Ce qui avait lancé une belle histoire d'amour entre eux. En tout cas, merci beaucoup messieurs, et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo sur auto2.fr, comme je le disais, sur ce sujet qui est un peu brûlant et qui, je pense que globalement la réponse sera non, des échos que j'ai en tout cas de mes deux collègues. Vous êtes plutôt opposés aux courses sprint, mais en tout cas voilà, c'est un sujet qui mérite d'être évoqué, puisque comme on l'a dit, on pourrait avoir de plus en plus ce format à l'avenir, pour le bien ou pour le mal de la Formule 1. À vous de nous le dire dans les commentaires. Et avant de passer aux résultats du week-end, on va juste vous donner les résultats de la question hebdo de la semaine dernière, qui était le Grand Prix Explorer fait-il une bonne promotion du sport automobile ? Vous étiez assez partagés sur le sujet, mais globalement vous avez voté non à 56%, 44% de oui. Donc selon la majorité des votants, en tout cas, le GP Explorer n'est pas une bonne promo pour le sport automobile. Si vous voulez voir nos arguments sur le sujet, n'hésitez pas à vous refaire l'émission 4, qui est toujours disponible sur notre chaîne YouTube, et place aux résultats du week-end. Et on va commencer avec le Rallye Terre des Cardabel, la dernière manche du championnat de France de Rallye Terre, avec du coup le titre pour Laurent Pellier et Kevin Bronner. Et on avait notre reporter Pierre Barré qui était sur place et qui a eu leur première réaction. Et je suis en compagnie des nouveaux champions de France, pilotes et copilotes sur ce championnat de France des Rallye Terre FFSA 2025, Laurent Pellier et Kevin Bronner, qui viennent de s'imposer ici sur ce Rallye Terre des Cardabel. C'est leur 5e victoire de la saison sur le championnat. Bravo Laurent, voilà une nouvelle ligne à votre palmarès qui était déjà bien étoffé, mais c'est vrai que c'est clairement peut-être l'un des plus beaux titres que vous pouvez désormais afficher. Ouais, effectivement, j'avais gagné pas mal de formules de promotion en France. Je m'étais essayé aussi un petit peu à l'étranger, mais j'avais jamais eu la couronne de champion de France.
Donc, champion de France junior, et c'était il y a 10 ans. Ouais. Ça me rajeunit pas ça, mais voilà. Donc effectivement, en tout cas, c'est un très beau titre. On a tous bien travaillé pour l'obtenir et voilà, je pense que ça vient récompenser le travail de tout le monde justement. Eh ben, c'est clair, bravo à vous. En tout cas, pareil pour vous, Kevin, premier titre ce week-end que vous pouvez désormais afficher sur votre palmarès. Titre de champion de France copilote au prix d'une saison qui a nécessité forcément beaucoup de travail et d'investissement. Oui, effectivement, premier titre. Depuis tout petit, enfin un peu comme tout le monde, on rêve de gagner quelque chose comme ça. Donc là, c'est bien de pouvoir rentrer un titre. On a été mis dans des dispositions, on va dire, parfaites par le team avec la voiture et tout ce qu'on nous a fourni. Après, il fallait faire le travail, c'est sûr. Donc on a construit ça sur toute la saison. Concrétiser ce week-end, c'était l'objectif. C'était quand même pas bien parti, mais voilà, on est resté solide. On a fini avec la manière pour rentrer et pouvoir monter sur le toit de la voiture. Donc ça fait plaisir. Donc oui, maintenant, merci à tous en tout cas pour ça. Et puis on verra pour la suite. On est désolé pour le toit de la Skoda Fabia RS Rallye 2, mais on est ravis que vous soyez montés dessus en tout cas. Donc bravo à vous messieurs. On rappelle qu'il reste une manche sur ce championnat de France des rallyes terre. Ça sera le rallye Terre de Vaucluse des 8 et 9 novembre prochains. Et bien sûr, vous allez pouvoir découvrir dans Auto Hebdo cette semaine le résumé de ce rallye Terre des Carnavels. Félicitations à eux qui remportent leur 5e victoire de la saison et le titre donc pilote et copilote. Et puis on va prendre maintenant la direction de l'Australie puisque c'était les 1000 km de Bathurst ce week-end avec une victoire de Matt Payne et de Garth Tander dans la numéro 100 après une course assez dantesque. Et pour vous la raconter ou vous la résumer en tout cas, on a évidemment notre expert Supercars Fabien Gérard qui a un petit message. Désolé de pas être avec vous aujourd'hui les amis, c'est vrai que cette édition 2025 de Bathurst fut absolument dantesque, absolument incroyable, ça a été une course incroyable pendant 7 heures, victoire de Matt Payne associé à Garth Tander, la légende, 6 victoires pour Tander, première victoire pour Matt Payne. C'est vrai que le Grove Racing a fait la course impeccable, ils ont fait une course d'attente, ils ont su prendre les commandes de la course au bon moment et ils ont aussi profité bien entendu des faux pas des grands noms de ce championnat, notamment Triple Eight Engineering et son pilote en tête du championnat Brock Finney qui est parti à la faute et qui s'est fait piéger sous la pluie. C'est rare de voir Brock Finney faire une erreur et autant te dire que la fin de saison il reste 3 meetings donc 8 ou 9 courses encore à disputer. Je peux te dire qu'avec 56 points d'écart entre Brock Finney et Matt Payne qui vient de remporter le Bathurst 1000, cette fin de saison en Australie va être absolument passionnante. La course, en tout cas, le fut et je vous invite tous à venir découvrir ce monument qu'est Bathurst 1000 à partir de l'année prochaine. Salut à tous. Ensuite, en GT World Challenge, victoire de la McLaren 58 de l'équipe Garage 59. Ça ne s'invente pas comme quoi, mais le titre est revenu à la Porsche numéro 96 de Rutronic, le titre en GT World Challenge Endurance. Et puis félicitations à McLaren qui gagne sa première victoire depuis 9 ans et c'est la première victoire dans l'histoire d'une voiture de la catégorie Gold. Et en Rallycross France, on félicite Julien Febvreau, vainqueur à Dreux de sa première course de la saison. Il était déjà monté 2 fois sur le podium, Julien Febvreau, sans gagner cette année. C'est désormais chose faite. Félicitations à lui au volant de la Peugeot 208 RX. Le titre revient toutefois à David Jeannet qui a terminé 4e, lui, de la course. Félicitations à eux deux, aux beaux vainqueurs que font Julien Febvreau et David Jeannet. Et puis Julien Febvreau, vous le retrouverez dès ce week-end sur les antennes de Canal+, chez nos confrères. Et en NASCAR, c'est Denny Hamlin qui a gagné à Las Vegas et qui se qualifie pour le Championship 4, le premier qualifié, donc parmi les 4 qui se disputeront le titre en fin de saison. Et puis, dernière catégorie, la Super Formula. Alors la Super Formula, on a une victoire quasiment française, en tout cas franco-argentine. C'est Sacha Fenestraz qui a gagné, qui n'avait plus gagné depuis 2022, année où il terminait vice-champion de Super Formula. Bravo à Sacha Fenestraz, la course 2 a été annulée et puis il a gagné une course 1 qui s'est disputée sous un épais brouillard qui a perturbé la course, mais qui lui a tout de même permis de gagner. Félicitations Sacha. Et puis il y avait évidemment un rallye historique, c'était le Tour de Corse historique que vous avez pu vivre sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo tout au long de la semaine passée. Victoire finale pour Olivier Capanaccia et Mathieu Tyran qui s'impose. C'est un triplé corse sur le podium, ça ne s'invente pas non plus franchement à domicile, et un quintuplé BMW, les BMW M3 qui sont même 8 dans le top 10, mais il y avait aussi une petite animation à suivre tout au long de la semaine pour ceux qui étaient en Corse. C'était la première apparition de la Renault Turbo 5 3E, et on avait Michael Duforest qui était au plus près pour nous faire découvrir cette voiture et la tester avec un invité un peu spécial.
Nous voici donc sur les routes du Tour de Corse historique avec cette voiture, la Renault R5 Turbo 3E. C'est la nouvelle petite bombinette finalement de la marque aux losanges. Elle avait fait beaucoup parler d'elle quand elle avait été dévoilée et maintenant on a pu carrément rouler dedans aux côtés de Julien Saunier qui est le pilote de développement de cette voiture. On va d'ailleurs écouter Julien qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'il a ressenti au volant. Extraordinaire, très surpris, vraiment très surpris, parce que la voiture c'est un proto, elle est vraiment la phase développement, premier tour de roue. La voiture est incroyablement confortable parce que la route est très bosselée, c'est une vraie route corse, très bosselée, très sinueuse. La voiture elle est confortable en hydraulique, très puissante, une motricité incroyable et surtout un train avant qui est déroutant. Je trouve que c'est l'une des premières voitures électriques faites pour les virages. Et niveau sensations, c'est sensations fortes garanties clairement dans cette R5 Turbo 3E. C'est une voiture de route, elle sera disponible à 1980 exemplaires, mais quand on est dedans, on a véritablement l'impression d'être dans une voiture de course, c'est-à-dire que ça accélère très fort, ça freine très fort, c'est agile, la répartition des masses est déjà plutôt bonne, alors que nous sommes ici sur un prototype. Et on peut voir d'ailleurs une chose très intéressante, parce que c'est le côté voiture de course ici, parce que ça ressemble à une voiture de course, mais derrière, vous la voyez, elle est en fait actuellement en train de se recharger tout simplement avec une borne de recharge mobile. C'est-à-dire que ça reste une voiture électrique qu'on pourra utiliser dans la vie de tous les jours. Et cette borne de recharge mobile est très intéressante parce qu'elle est composée d'anciennes batteries de Renault Zoé. C'est-à-dire que ce sont des batteries qui sont arrivées en fin de vie mais qui sont réutilisées, qui continuent leur vie finalement en pouvant recharger de manière complètement mobile et neutre en carbone évidemment ces voitures. Ah le frein à main forcément. Top. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ah ouais, et tout ça sans bruit, c'est marrant. C'est ça en fait, on entend toutes les moindres aspérités, on entend tout absolument sur la route. Ouais. Et c'est sympa. C'est une efficacité qui est assez folle. C'est dingue. C'est fou, puis bon, en tant que pilote, ça doit être aussi sympa quand même, ouais, c'est super. Ce genre d'auto. Faut un peu se mettre le gabarit dans la tête, mais c'est bien. Et vous ne rêvez pas, elle est bleue maintenant, et oui, parce qu'il y a 2 prototypes d'R5 Turbo 3E qui sont présents ici, et ça nous permet de regarder de plus près ces lignes, et par exemple ici évidemment l'arrière de la voiture, ça c'est l'arrière R5, c'est l'esprit R5 et de la Maxi Turbo 5. On retrouve tout simplement, et ça c'est quand même une chose assez folle, un moteur dans chacune des roues arrière, donc ça permet d'avoir justement la possibilité de bien gérer le couple sur chacune des 2 roues arrière. 555 chevaux au total, 4800 Nm de couple, donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Et on va aller aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur de cette R5 Turbo 3E, on retrouve une voiture de route tout simplement, avec évidemment ici une planche de bord qui rappelle beaucoup celle de la R5, mais d'un autre côté, le frein à main ici évidemment, les sièges baquets, donc on a cet aspect véritablement routier certes, mais aussi extrêmement sportif, avec ce bleu, les rappels bleu, blanc, rouge aussi dans les portes un petit peu partout. Il y a un vrai travail qui a été aussi apporté à cet intérieur, et c'est très important aujourd'hui. Merci beaucoup Michael Duforest pour ce reportage. Et puis Michael, on va le retrouver tout de suite dans les enjeux du week-end pour parler du rallye du Maroc. Le rallye du Maroc, dernière manche de la saison de W2RC, le championnat du monde de rallye raid avec évidemment Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, les Toyota, Lucas Moraes, Henk Lategan qui se battent pour le titre. Ça nous promet une belle lutte et on a sur place justement Michael Duforest et Mehdi Cazoran. Michael est en duplex avec nous depuis le Maroc. Salut Michael, déjà pour commencer, l'épreuve vient de commencer puisque le prologue a eu lieu dimanche. Qu'est-ce que tu peux tout de même nous dire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rallye du Maroc, dernière manche de la saison? Salut Cyprien, salut à tous, bienvenue effectivement au Maroc. On est ici pour la dernière manche du championnat du monde des rallye raids. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine? Un mini-Dakar, c'est un petit peu toujours la répétition générale avant la grande épreuve, la grande messe du rallye raid en janvier prochain. Et donc on peut s'attendre à pas mal de terrains différents. Le championnat du monde de rallye raid qui part sur plusieurs continents n'a que très rarement en fait ce genre de mix entre des pistes rapides, des dunes, du terrain un peu rocailleux. C'est un peu tout ce qu'on retrouve au Dakar en Arabie Saoudite. Donc c'est exactement ce qu'on va viser ici pour les concurrents. Il y a une préparation pour le Dakar, mais il y a aussi une lutte pour le titre. Et ils sont 3 pour le titre avec Nasser Al-Attiyah qui devance Henk Lategan et Lucas Moraes de Toyota. Qui va gagner le titre, Michael, parmi ces 3 pilotes à la fin de ce rallye du Maroc?
Effectivement, ils sont 3 à pouvoir jouer le titre donc de champion du monde ici. Nasser Al-Attiyah, Henk Lategan et Lucas Moraes. Il y a 10 points d'écart entre ces 3 hommes. Une Dacia, celle d'Al-Attiyah, 2 Toyota, celle de Lategan et de Moraes. Al-Attiyah, c'est tout simplement le champion du monde en titre et il a remporté tous les titres de champion du monde depuis que l'on a ce championnat du monde de rallye raid en 2022. Il veut donc conserver sa couronne, mais les jeunes loups de Toyota poussent très fort. Henk Lategan part peut-être avec un petit désavantage, c'est qu'il ne connaît pas du tout les pistes du rallye du Maroc et parfois évidemment l'expérience prime. Et Sébastien Loeb dans tout ça, l'Alsacien et forcément le coéquipier de Nasser Al-Attiyah, est-ce qu'il va jouer du coup ce rôle d'équipier, d'assistant pour son leader en tout cas sur ce rallye, pour l'aider à gagner le titre, ou est-ce qu'il va pouvoir jouer sa carte et se mettre en confiance avant le prochain Dakar ? Oui, alors Sébastien Loeb, évidemment, qui fait équipe depuis le rallye du Portugal avec Édouard Boulanger, il va évidemment espérer faire du mieux qu'il peut, mais comme il nous l'a dit en amont de ce rallye du Maroc, son objectif premier, c'est de faire en sorte que Nasser Al-Attiyah soit champion du monde des rallye raids, donc il va l'aider s'il y a besoin. Après, si on se retrouve dans une configuration où il n'y a pas vraiment besoin d'aider Al-Attiyah parce que, par exemple, les Toyota sont en difficulté, il va tout à fait jouer sa carte personnelle et essayer de gagner ce rallye. C'est très important pour le duo Loeb-Boulanger de faire une belle performance ici au Maroc parce qu'on prépare le Dakar et que ça reste évidemment l'objectif de la carrière de Sébastien Loeb. Merci beaucoup Michael, et puis évidemment ce week-end en plus du rallye du Maroc, vous avez forcément la Formule 1 à suivre, la Formule 1 qui revient 2 semaines après l'ennui de Singapour. Mais c'est fini Singapour, parlons du futur et parlons surtout d'un week-end qui s'annonce un peu plus prometteur, puisque comme Mathieu l'a très justement dit tout à l'heure, le circuit d'Austin est un super circuit, le quota est absolument génial, en tout cas selon moi, ce qui ne vaut pas grand chose, mais tout de même. Donc, week-end sprint, on l'a dit, avec forcément pas mal d'enjeux, et notamment un enjeu entre les pilotes McLaren, qui n'ont plus que 22 points qui les séparent, toujours au profit d'Oscar Piastri, mais Oscar Piastri qui perd du terrain sur les dernières manches, qui perd des points sur tout simplement les 3 derniers Grands Prix. Il a perdu des points face à Lando Norris, et il y a eu cet accrochage à Singapour, très léger, mais qui a beaucoup agacé Piastri. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce duel entre les McLaren, Valentin, à Austin ? Bon, moi déjà, la première question, quelles sont les conditions météo ? Parce que la dernière fois que je suis allé à Austin pour le WEC, ça a été un déluge absolu pendant 5 heures. Donc si c'est les mêmes conditions... Non, je ne suis pas météorologue, je ne peux pas te dire Valentin, mais en tout cas, oui, s'il pleut, c'est sûr que ça peut tout à fait perturber... Article météo certainement à retrouver sur le site de Tohebdo dans la semaine. D'ailleurs, je me permets de saisir au vol. Il sera écrit par Mathieu Chambenois dès la fin de cette émission d'ailleurs. Merci Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre entre les McLaren à voir si les tensions vont s'envenimer encore plus entre les deux hommes, puisqu'on a un peu l'impression que, comme il me semble que c'est toi Cyprien très justement dit dans l'émission précédente, on a l'impression que la carapace d'Oscar Piastri est en train de se fissurer. Tout à fait. Donc moi j'attends de voir si il a profité de ces 15 jours pour se remettre un peu d'aplomb, se remettre un peu dans le bon sens, surtout on va dire psychologiquement, mais je suis plutôt inquiet pour lui. Entre Bakou et Singapour, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre la main, totalement en train de perdre le fil de sa saison, et donc je pense que ça peut être un premier Grand Prix un peu décisif dans la dynamique entre les deux hommes, et surtout que, comme on l'a dit, c'est un format sprint, il n'y a donc qu'une séance d'essai libre, donc à voir si Norris peut prendre le dessus sur Piastri pendant ce week-end. On a vraiment l'impression que Norris est en train d'inverser la tendance, et donc ça peut être le moment pour Norris décisif d'enfoncer le clou, et d'enfoncer le clou pas en termes de points, pas mathématiquement, mais d'enfoncer Piastri on va dire mentalement et psychologiquement, et de prendre un ascendant définitif sur lui à ce niveau-là. Et de le faire douter, tout à fait, puisqu'il y aura, on le rappelle, 22 points d'avance, donc si jamais il faisait un doublé Norris devant Piastri, il n'y aurait plus que 15 points, avec après 5 Grands Prix à disputer. Puis bon, avec les sprints, il y a toujours beaucoup plus de points à reprendre. Mathieu, ton analyse sur ce duel papaye qui s'annonce ? Eh bien écoute, je les vois pas forcément devant moi ce week-end, les McLaren, parce qu'encore une fois, c'est un circuit, on l'a dit, qui contient des portions rapides, notamment justement la ligne droite de départ arrêté et ce bout de ligne droite qui est très propice au dépassement. McLaren qui n'a pas la voiture la plus rapide justement dans cette configuration-là. Je verrais bien encore une fois Verstappen et pourquoi pas Russell encore une fois tirer leur épingle du jeu, parce que la Mercedes progresse, la Red Bull avance et continue encore une fois d'être compétitive, redevient compétitive. Donc oui, il y aura un duel interne. Attention à ce que Piastri justement commence à lâcher les chevaux aussi tous les sens du terme, parce qu'il semblait en vouloir un petit peu à McLaren, que ce soit dans la stratégie déployée à Singapour, mais aussi notamment dans les célébrations qui ont été réalisées sans lui. On en parlait lors de la dernière émission. Donc tout ça qui peut effectivement donner lieu à un petit peu plus de combat entre les deux. Pas forcément devant, mais dans tous les cas décisifs, comme tu l'as très bien dit. On verra évidemment ce qu'il adviendra des deux. Et pour le cas McLaren et Oscar Piastri,
Il y a eu une petite phrase qui a été lâchée par Alex Palou là pendant le procès qu'il oppose à McLaren. Tout à fait. Où il explique que Oscar Piastri, grosso modo, n'était pas voulu ou n'est pas la recrue de Zak Brown. À l'époque, c'était plutôt la recrue d'Andreas Seidel. Et donc, qui depuis est parti chez Audi. Alors, est-ce qu'on de là à dire que Oscar Piastri va aller chez Audi, bon, il n'y a qu'un pas. Qu'on ne franchira pas. Non. Voilà. Ne lançons pas de rumeurs. Mais ça conforte l'idée que Lando Norris est le petit chouchou de McLaren, de Zak Brown, le pilote protégé, et que il y a faute à parier que si McLaren préfère un pilote ou que Zak Brown préfère un pilote sacré champion chez les pilotes, c'est le cas de le dire, ça serait plutôt Lando Norris et pas Oscar Piastri. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit un peu depuis le début de la saison. On sent plus de joie chez Zak Brown, quand Lando Norris gagne, puisque Lando Norris est un pur produit McLaren, formé par McLaren, biberonné, financé dans les formules de promotion. Il est anglais dans une équipe anglaise. Il est anglais dans une équipe anglaise. Il est dans l'équipe depuis 2019. Bon, pour revenir en tout cas sur Austin, un week-end du coup très animé qui s'annonce forcément, puisque en plus du duel dont on parle entre les McLaren, qui même si ne joue pas devant, comme tu le dis Mathieu, il y aura toujours un duel. Dans tous les cas, ils sont titrés sur le plan des constructeurs. Et donc c'était un petit peu le tournant dont tu parlais toi, en l'occurrence Cyprien, dans l'année. On va voir maintenant ce qu'ils peuvent faire, étant donné qu'ils sont officiellement champions constructeurs. Oui, le vrai titre est encore en jeu. Donc il y a une vraie lutte entre eux. Et puis maintenant, l'autre lutte qui est intéressante, c'est celle pour le classement des constructeurs, mais pas pour le titre, pour la deuxième place, puisqu'on a Mercedes qui a pris un peu ses aises sur Ferrari, qui a 27 points d'avance. Mais la vraie surprise, c'est Red Bull. Red Bull revient. Red Bull n'a que 35 points de retard sur Mercedes. Red Bull, Max Verstappen plutôt, n'a que 35 points de retard sur Mercedes, puisqu'il a remarqué, je n'ai pas les stats, mais on doit être pas loin des 90% de points de son équipe, voire plus. Est-ce que, d'après vous, Verstappen et Red Bull sont capables d'aller accrocher cette deuxième place devant Mercedes et devant Ferrari ? Pour moi, tout dépend de Yuki Tsunoda. On l'a vu retrouver des couleurs à Bakou, il a fait 6ème, c'est le meilleur résultat de la deuxième Red Bull cette saison, et même depuis, c'était le meilleur résultat depuis plus d'un an. Il est un peu retourné dans ses travers à Singapour, mais Singapour est un circuit, on l'a dit, compliqué, même si qui convient pas forcément à la Red Bull, même s'il y a eu pas mal de changements cette année. Oui, il faut de la confiance aussi. Voilà, il faut de la confiance. On a rapidement vu Tsunoda justement perdre de la confiance rapidement au fur et à mesure du week-end. S'il est dans la même dynamique de Bakou et qu'il arrive à aller régulièrement mettre des points aux alentours de la 5e place, entre on va dire la 5e et la 10e, avec un Verstappen qui va continuer de nous offrir sa magie devant, oui, je pense que Red Bull peut finir deuxième. Si on se concentre sur le classement du championnat du monde, les classements du championnat du monde depuis le retour de la trêve estivale, Max Verstappen est devant et Red Bull est devant. Et deuxième en l'occurrence Russell, et deuxième constructeur Mercedes. Donc je trouve que c'est très parlant, ce genre de statistiques, de voir que la dynamique est complètement en faveur de ces deux-là. Et effectivement, oui, ça peut jouer entre les deux, mais Antonelli pour l'instant plus performant que Tsunoda. Donc Red Bull, je les vois plutôt troisième en l'état. Mais il y a encore pas si longtemps, je disais que Verstappen n'avait aucune chance de revenir sur les deux McLaren, et aujourd'hui la dynamique est tout autre. Donc encore une fois, ça va vraiment se jouer Grand Prix après Grand Prix. Tout à fait, et puis n'oublions pas Ferrari non plus, qui en plus avait fait un doublé l'année dernière à Austin, qui peut évidemment tirer son épingle du jeu, même si c'est plus dur pour les Rouges, qui courent toujours après leur première victoire depuis le début de la saison. En tout cas, tout ça sera à suivre sur autohebdo.fr, vous aurez les qualifications sprint, la course sprint, la course, tout ça en live text. On vous prépare un gros week-end de sport auto, évidemment, il y aura beaucoup d'autres catégories, vous pourrez regardez tout ça en allant sur autohebdo.fr, sur notre onglet programme télé. Et puis merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Merci Cyprien. Merci à toi. Pour débriefer ce beau week-end qui était finalement assez chargé quand même niveau sportif. On n'avait pas les catégories majeures, mais on s'est régalé devant l'IMSA, on s'est régalé devant le GT, on s'est régalé devant la Super Formula. Voilà, quand on aime le sport auto. Et on espère que vous allez vous régaler devant cette émission, devant cette émission. Pardon, la prochaine fois, redis-le sans bégayer. Ce sera parfait. Attends, on peut la refaire. Allez, on la refait. On coupera pas, mais on la refait. Valentin. Et on espère que vous allez vous régaler devant cette émission et que vous vous êtes régalés surtout devant cette émission. Bravo. C'est fantastique, je n'aurais pas mieux dit. Merci à tous pour votre fidélité de suivre cette émission. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, AutoHebdo Mag, et puis vous avez notre magazine en ligne à partir de 19h ce soir en version numérique, et puis mercredi en kiosque. Et toujours le collecteur Ferrari qui est juste ici,
Ferrari, les duos de légende. Achetez-le. Vous avez évidemment tous les duos qui ont marqué l'histoire de Ferrari, que ce soit en Formule 1, en endurance, etc. depuis les années 30. Donc n'hésitez plus, il est aussi sur autohebdo.aboshop.fr. Bon, merci messieurs, à bientôt. Merci tout le monde. Et merci de nous suivre. Ciao, ciao.